Ceci est la suite et la clarification de la trilogie précédemment publiée. Après 3 volets où j'ai partagé ce que je perçois, ce que j'entends et ce que je vis au quotidien dans mon cabinet à travers la médiumnité et les soins énergétiques, il me paraît essentiel aujourd'hui d'identifier et d'expliciter les messages véritables que je souhaitais faire passer. Je m'adresse ici non seulement aux personnes qui m'écoutent déjà avec ouverture, mais aussi et surtout à ceux qui me critiquent, me suspectent, me taxent de charlatanisme ou qui manquent d'ouverture d'esprit pour envisager d'autres réalités. Mon objectif n'est ni de convaincre par la force, ni de provoquer. Il est de poser des repères clairs, honnêtes et humbles afin que chacun puisse se positionner en conscience. 1. Le contexte. Pourquoi clarifier aujourd'hui? Au fil des années, et cela fait des décennies maintenant, j'ai accumulé des expériences, des confirmations, des rendez-vous avec des voix et des présences qui n'étaient pas de ce monde visible. Comme beaucoup de praticiens spirituels, je me suis confronté à la suspicion, aux moqueries et aux accusations de toutes sortes. On m'a dit, ce sont des charlatans, ce sont des imposteurs, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Ces mots, je les ai entendus, parfois blessants, parfois rieurs. Pourtant, ils n'ont jamais suffi à m'ébranler parce que la réalité que je vibrais, percevais et annonçais s'est révélée juste, encore et encore. Cette constance de vérification m'oblige aujourd'hui à expliciter ce que je ne souhaitais pas seulement suggérer et à répondre calmement aux interrogations des sceptiques. 2. Ce que j'ai reçu, preuve et confirmation. Je tiens à préciser ce que j'entends par preuve. Il ne s'agit pas de preuves scientifiques au sens strict du laboratoire, mais de confirmations répétées et cohérentes que l'on peut vérifier par des faits, des coïncidences signifiantes, des retrouvailles apaisées, des preuves tangibles rapportées par des personnes après une séance. Dans mon cabinet, plusieurs situations se répètent. Des détails personnels transmis par des entités ou des proches décédés, inconnus de moi, qui se vérifient par la suite auprès de la personne en face de moi. Des guidances pratiques qui, une fois appliquées, modifient sensiblement l'état émotionnel, mental et parfois physique des clients. Des visions d'événements à court terme qui se réalisent avec une fréquence notable. Ces éléments cumulatifs m'ont appris la prudence, l'humilité, mais aussi la certitude d'être sur un chemin réel. Ce n'est pas un enthousiasme aveugle. J'ai appris à vérifier, à demander des confirmations internes, à rester critique envers moi-même pour éviter l'illusion personnelle. 3. Pourquoi je n'ai pas prêté attention aux critiques? Les critiques surviennent souvent de 2 directions, l'incompréhension sincère et le rejet par peur. J'ai choisi de ne pas m'attarder sur elles parce que les messages reçus me demandaient de continuer, de laisser parler mon cœur et ma sensibilité spirituelle. J'ai aussi observé que ceux qui injurient ou rient le font parfois par réflexe de protection face à l'inconnu ou face à ce qu'ils ne peuvent mesurer. La vraie question n'est pas d'ignorer toute critique, mais de distinguer celles qui sont constructives et fondées de celles qui cherchent uniquement à dénigrer. Mon critère a toujours été: est-ce que ce que je transmets aide concrètement? Si la réponse est oui, alors je persévère. 4. L'appel intérieur. Écouter son cœur et son âme. Un message central que je veux souligner est l'importance de l'écoute intérieure. Beaucoup de personnes croient que la vérité vient uniquement des livres, des discours académiques, des preuves chiffrées. Or, dans le chemin spirituel, l'intuition, le sentiment profond, la résonance intérieure sont des instruments fiables s'ils sont cultivés et confrontés à la réalité. J'ai moi-même été cartésien, j'ai douté longtemps, et il m'a fallu du temps pour accepter que certaines vérités me parviennent par d'autres voies que la raison seule. Apprendre à écouter son cœur, c'est apprendre à vérifier ensuite. Si ce que l'on ressent conduit à plus de paix, d'empathie et d'équilibre, alors il faut le considérer. C'est cette logique simple que je propose. Écoute intime, plus vérification extérieure, chemin de discernement. 5. À propos des rencontres marquantes. Parmi les expériences qui m'ont le plus marqué, il y a ces rencontres inattendues. Une présence, une voix, une personne qui se présente et vous livre des informations précises sur votre vie, des mots qui touchent au noyau de votre être. Ces moments ne sont pas spectaculaires au sens hollywoodien. Ils sont souvent imprégnés d'une bienveillance profonde et d'une simplicité qui transperce. Ils m'ont permis de faire croître ma confiance dans la justesse de mes perceptions. Je ne prétends pas toujours tout comprendre. Parfois, les messages restent partiels.
Mais la cohérence et la récurrence de certains thèmes me donnent aujourd'hui la légitimité morale de les partager. 6. Pourquoi ouvrir le cabinet officiellement? Ouvrir mon cabinet a été une étape décisive, à la fois libératrice et responsabilisante. Avant cela, par peur d'être catalogué, j'ai retenu beaucoup d'informations, par prudence. Mais je me suis rendu compte qu'en me taisant, je priverais d'autres personnes d'un soutien possible. La décision d'ouvrir le cabinet est donc née d'un double mouvement. Répondre à un appel intérieur et assumer la responsabilité de transmettre ce que je reçois. Depuis l'ouverture, j'ai accompagné des personnes en souffrance, guidé des âmes en deuil, aidé des êtres à retrouver leur orientation. Cette pratique m'a aussi permis d'affiner mes outils, de me confronter à des cas concrets et d'affirmer une posture éthique. 7. Message pour les détracteurs et les sceptiques. À ceux qui me jugent ou qui rient, je tiens à dire ceci. L'hostilité n'aide personne. Si vous doutez, c'est votre droit. Si vous critiquez, veillez à ce que votre critique apporte quelque chose de constructif. Si vous refusez d'écouter, au moins gardez votre mépris pour vous au lieu de blesser. Je ne demande pas l'adhésion aveugle, mais un minimum de respect. Et si vous avez la curiosité, testez, vérifiez, venez poser vos questions avec honnêteté. La vérité se défend par les preuves et la vérification. Si mes propos peuvent être réfutés par des faits, montrez-les. Si au contraire vous voyez la preuve d'un bienfait, reconnaissez-le. La rigidité idéologique n'est jamais une aide. 8. Le rôle de la peur et la nécessité de la dépasser. La peur est un obstacle récurrent. Elle empêche d'écouter, d'expérimenter, de s'ouvrir au changement. Elle se manifeste sous la forme du jugement, de la moquerie, mais aussi de l'attaque. J'invite chacun à reconnaître sa peur et à ne pas s'y laisser enfermer. La peur peut aussi être un signal utile. Lorsqu'elle surgit, demandez-vous ce qui en est la cause profonde. Très souvent, elle révèle une blessure ancienne, une éducation, une protection excessive de l'ego. Le travail spirituel consiste justement à transformer cette peur en une énergie de discernement et d'amour. 9. Conseils pratiques pour ceux qui entendent ou voient. Si vous êtes parmi celles et ceux qui voient, entendent, ressentent des choses qui dépassent l'ordinaire, voici quelques conseils simples mais essentiels. Restez humble, ne vous érigez pas en juge absolu. Cherchez la vérification. Confrontez vos perceptions à la réalité. Cultivez votre équilibre. Travaillez votre ancrage, votre respiration, vos relations. Demandez un accompagnement sérieux. Un regard extérieur expérimenté peut aider à trier les informations. Protégez-vous énergétiquement. Apprenez des pratiques simples pour vous détendre et vous préserver. Servez les autres sans en faire une quête d'ego. La médiumnité authentique est une mission de service. 10. Mon éthique professionnelle et spirituelle. Je veux rappeler l'éthique qui m'anime. Respect, humilité, confidentialité, bienveillance. Je n'utilise pas mes perceptions pour manipuler ou imposer des choix. Mon but est d'éclairer, d'accompagner et si possible de libérer. Je refuse toute forme d'exploitation, toute promesse de miracle rapide, toute pression. La transformation profonde est souvent lente. Elle demande du courage et de la constance. 11. Invitation à l'ouverture et à l'action. Si ce message vous parle, je vous invite à explorer sans peur, à vérifier sans crédulité, à agir sans arrogance. Engagez-vous sur le chemin de la bienveillance, d'abord envers vous-même, puis envers les autres. Si vous ressentez un appel, n'en faites pas un fardeau, transformez-le en service. Et si vous êtes sceptique, gardez l'esprit ouvert. La vie a parfois des manières surprenantes de vous révéler ce que vous n'imaginiez pas. 12. Conclusion claire et bienveillante. Les voix et les expériences que j'ai partagées à travers les 3 volets ne sont pas des fabrications. Elles sont le fruit d'années d'écoute, de vérification et d'accompagnement. Je n'exige aucune foi. J'offre plutôt une proposition, celle d'un chemin possible. À ceux qui m'accusent, je réponds par la patience et le travail. À ceux qui doutent, je propose l'enquête. À ceux qui veulent avancer, je tends la main. Enfin, à tous, je rappelle, n'ayez pas peur d'écouter votre cœur et votre âme. Faites preuve de discernement, mais ne fermez pas la porte à ce que l'existence, souvent mystérieuse, peut révéler. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, merci à celles et ceux qui acceptent de s'ouvrir. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous, posez vos questions et venez participer aux échanges. Je continuerai à partager avec humilité, rigueur intérieure et bienveillance. Bienveillance à vous, à très bientôt.